Cette nuit-là, 3 drones étrangers ont cru pouvoir traverser le ciel burkinabé sans jamais être inquiétés. En quelques minutes pourtant, une armée au radar vieillissant a retourné ce rapport de force, abattant méthodiquement chaque appareil comme si la supériorité technologique avait changé de camp. Que signifie pour Ibrahim Traoré et pour ceux qui suivent les Burkina Faso News le fait qu'un pays réputé fragile puisse neutraliser en silence des systèmes de surveillance parmi les plus avancés du monde? Car si 3 éclats dans l'obscurité ont suffi à fissurer un équilibre imposé, la question est désormais de savoir jusqu'où cette faille peut s'agrandir. Dans les recherches en ligne autour de Ibrahim Traoré Burkina Faso ou de Burkina Faso News, cette nuit de drone n'apparaît souvent que comme un incident spectaculaire de plus au Sahel. L'intérêt de ce récit tient pourtant en une promesse simple: comprendre comment une décision politique appuyée sur des moyens techniques limités peut, en 10 mots, redessiner un rapport de souveraineté dans un ciel saturé de capteurs. Au-delà de l'image d'un pays périphérique, il s'agit de suivre pas à pas une mécanique précise, signaux faibles repérés par des opérateurs isolés, recalibrage de radars jugés obsolètes, puis basculement vers une riposte qui étonne jusque dans les cénacles où l'on dissèque chaque Ibrahim Traoré interview. Ce qui est en jeu dépasse la seule destruction de 3 drones. C'est la capacité d'un État à transformer des fragments d'information en leviers stratégiques, à prouver qu'avec des ressources limitées, on peut contester un regard euh, extérieur que l'on croyait inévitable. Derrière la chronique, une interrogation persiste déjà en sourdine. Si cette opération a été possible une fois, que change-t-elle pour les prochains mois dans la région? En moins de 48 heures, les premiers résultats ont circulé dans les circuits fermés de la défense: 3 trajectoires isolées, 3 drones formellement reliés à un réseau occidental de surveillance avancée. Un chiffre surtout a déjoué toutes les anticipations et refermé la curiosité ouverte en le début de cette réflexion. Une précision de détection portée à 98%, alors que les radars burkinabés peinaient jusque-là à dépasser des performances jugées modestes, même dans les rapports les plus indulgents. Ce mini-reveal n'est pas un simple détail pour techniciens. Il éclaire la façon dont la réaction coordonnée autour d'Ibrahim Traoré a pris de court des acteurs persuadés de pouvoir observer sans être observés, et nourrit en creux chaque futur Ibrahim Traoré interview où l'on tentera de mesurer l'ampleur de ce tournant. Pour saisir cette nuit, il faut revenir plusieurs semaines en arrière, quand bergers, soldats et habitants signalaient, chacun à leur niveau, des lueurs dérivantes, des ombres glissant sous les nuages, un vrombissement métallique qu'aucun appareil civil ne pouvait expliquer. Ces observations éparses ont fini par converger dans les postes de surveillance. Une armée aux moyens limités, attentive à ce qui se joue au-dessus de ses frontières et de ses sites miniers récemment nationalisés, a ouvert une enquête interne. Les ingénieurs, travaillant sur des systèmes souvent catalogués comme dépassés, ont découvert que ces objets suivaient des routes calibrées, volaient en formation stable, revenaient nuit après nuit au-dessus des mêmes zones sensibles. Peu à peu, la question a glissé de qui surveille à mais pourquoi maintenant, signe que l'intrusion n'était plus l'ombre d'une erreur de programmation, mais le signal discret d'une volonté de maintenir une emprise indirecte sur le Burkina Faso. Dans cette histoire, les premiers protagonistes visibles ne sont ni généraux ni experts étrangers, mais une poignée d'opérateurs disséminés dans des stations parfois décrites comme de fortune. Près d'une zone minière, un agent observe plusieurs soirs de suite des points lumineux, empruntant exactement le même couloir aérien, à des heures régulières, comme si une règle invisible dictait le rythme des survols. À quelques kilomètres, un jeune technicien repère un écho inhabituel à plus de 4000 mètres d'altitude.
En croisant ces données avec celles de son collègue, il contribue à transformer ce qui ressemblait à un bruit de fond en motif cohérent. Les filtres ajoutés au radar, bricolés avec des ressources minimales, commencent alors à distinguer drones et parasites atmosphériques, offrant pour la première fois une image plus nette de ce qui se joue au-dessus des infrastructures sensibles. L'impact de ces individus est décisif. Leurs alertes, d'abord reçues comme des anomalies à surveiller sans urgence, deviennent la base d'une décision qui fera passer le pays d'une inquiétude diffuse à une action structurée. En une formule, le so what de cette phase tient à ceci. Sans ces signaux faibles, aucune riposte n'aurait été possible et le ciel serait resté un espace confisqué par d'autres. Au départ, les survols semblent dispersés, presque anecdotiques, faciles à attribuer à des appareils isolés ou à des phénomènes difficiles à interpréter dans un Sahel déjà saturé de tensions. Après plusieurs jours d'observation toutefois, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, chaque signal est réévalué, chaque trajectoire recoupée, jusqu'à ce que la somme d'incidents mineurs devienne une alerte majeure qui ne peut plus être renvoyée à plus tard. Tout commence alors par un crépitement inhabituel sur l'un des radars les plus anciens du pays, une variation de fréquence si faible qu'elle aurait pu disparaître dans le flux de perturbations habituelles de la saison sèche. Un opérateur expérimenté note pourtant que les échos reviennent à intervalles réguliers, avec une amplitude presque identique, comme si un message invisible insistait. Le lendemain, dans une autre station, un technicien voit sur son écran un point lumineux descendre lentement avant de remonter brusquement, dessinant une manœuvre incompatible avec la trajectoire d'oiseaux ou de petits avions civils. En reliant ces deux observations, l'équipe comprend qu'il s'agit d'engins opérant selon une logique militaire. La phase d'activation débute alors. Les ingénieurs consolident les données, recalibrent les filtres, réduisent le bruit parasite jusqu'à isoler un faisceau de signaux répétitifs qui dessinent l'image d'une présence étrangère persistante au-dessus de zones minières et de frontières récemment placées sous contrôle national. Au quartier général, les cartes se couvrent de lignes, de points, d'altitude et de vitesse. Les couloirs aériens utilisés coïncident avec les secteurs où se concentre désormais la souveraineté économique du pays, ce qui ouvre une deuxième interrogation, plus proche de cette question sous-jacente qui se profile ici. La neutralisation de ces appareils restera-t-elle un geste ponctuel ou deviendra-t-elle le pivot d'une nouvelle manière de défendre ce territoire? Lorsque, une nuit, trois échos apparaissent presque simultanément sur les moniteurs, avançant en formation serrée à une altitude compatible avec des systèmes de surveillance de haute précision, la bascule se produit. L'opération cesse d'être théorique. L'ordre est donné, les trajectoires sont verrouillées, la première roquette suit une trajectoire nette et touche un drone qui perd instantanément son intégrité structurelle, bientôt suivi par deux autres tirs qui abattent les appareils restants selon un schéma presque identique. Dans la salle de contrôle, le silence qui suit n'a rien triomphant. Il marque la conscience aiguë que ce qui vient d'être accompli dépasse une simple défense ponctuelle et que la réponse du pays sera désormais scrutée dans chaque nouvelle entrée. Ibrahim Traoré, Burkina Faso ou Burkina Faso News. Avant le recalibrage, la capacité de détection du Burkina Faso ne dépasse qu'un rayon opérationnel limité, reflet d'un parc radar vieillissant et d'un sous-financement chronique. Cette baseline fragile fixe le point de départ de la transformation. Après les ajustements impulsés par Ibrahim Traoré, la précision atteint 98%, un taux exceptionnel pour un système conçu à l'origine pour d'autres usages, ce qui signifie concrètement que les opérateurs peuvent distinguer un drone d'un oiseau,
avec une netteté presque clinique, refermant ainsi cette question sous-jacente ouverte par la succession des survols. Le deuxième indicateur concerne l'altitude d'interception. Le premier drone est abattu à 5000 mètres, le second à 4800, le troisième à 4500. Des chiffres qui montrent que les projectiles employés peuvent atteindre des cibles évoluant en haute atmosphère malgré la faible puissance nominale des installations locales. Cette performance contredit la plupart des scénarios qui dominent encore certaines analyses classées sous l'étiquette Burkina Faso News. Enfin, la vitesse de réaction interne passe de plusieurs minutes à moins de 40 secondes entre la détection et l'ordre de tir, délai extrêmement court pour des équipes travaillant sur du matériel hétérogène et surchargé de tâches. Cette réduction drastique illustre un gain d'efficacité obtenu sans apport technologique extérieur, uniquement par coordination et usage maximal des ressources existantes. Ces, ces trois mesures, prises ensemble, montrent une trajectoire baseline delta rare. Un pays réputé dépendant devient capable de verrouiller, en temps réel, des engins issus de programmes militaires sophistiqués que certains considéraient comme inaccessibles à son niveau. Et cette montée en compétences techniques nourrit à son tour les débats qui entourent chaque Ibrahim Traoré interview consacrée à la souveraineté opérationnelle. Les données internes confirment d'ailleurs la cohérence du processus. Les filtres ajoutés pour réduire les parasites atmosphériques révèlent un ensemble d'échos que personne n'avait initialement interprétés comme hostiles. En combinant variations de fréquence, répétition de trajectoires et anomalies thermiques, les équipes reconstituent un tableau complet de l'intrusion qui transforme l'exploit ponctuel en preuve mesurable de changement de phase. Dès les premières heures, une première lecture venue de certains cercles occidentaux avance que l'abattage des drones relève d'un concours de circonstances. Alignement fortuit des trajectoires, conditions atmosphériques favorables, chance opérationnelle difficile à reproduire, le tout sur fond de scepticisme quant aux capacités techniques burkinabées. Selon cette version, un pays doté de radars anciens n'aurait pas pu, par ses seuls moyens, verrouiller avec précision 3 appareils conçus pour opérer en environnement hostile. Certains évoquent même l'hypothèse d'un dysfonctionnement interne des drones, voire d'un soutien discret fourni de l'extérieur, comme si le Burkina Faso n'avait été qu'un bénéficiaire accidentel d'une faille cachée. Une deuxième lecture, plus sévère encore, suggère que les radars locaux ont vraisemblablement mal interprété les signaux, arguant que la densité d'écoparasites dans la région rend impossible toute identification fiable sans appui d'un réseau technologique avancé. Dans ce cadre, si 3 drones ont effectivement été neutralisés, cela ne pourrait être que le produit d'une réaction approximative, presque accidentelle. Ces deux arguments construisent un Stillman critique qui mérite d'être pris au sérieux, d'autant qu'ils s'inscrivent dans le climat d'interrogation qui entoure chaque Ibrahim Traor's interview centré sur la défense et la souveraineté. Pourtant, ils se heurtent aux données consolidées à l'intérieur du pays. Signaux répétitifs isolés pendant plusieurs jours, formation de vols stables orientés vers des zones stratégiques, trajectoires abattues à des altitudes cohérentes, temps de réaction comprimé à moins de 40 secondes, autant d'éléments qui renvoient moins à un coup de chance qu'à une montée en compétences méthodiques. La position la plus solide n'est donc ni celle qui parle de miracle, ni celle qui évoque un accident, mais celle qui observe que des acteurs jugés périphériques ont su, par coordination et persévérance, tirer parti de systèmes sous-estimés pour rééquilibrer un rapport de force largement défavorable. Le vrai choc se situe ailleurs. Au moment où l'on croyait avoir tout compris des appareils neutralisés, un détail issu des analyses internes révèle une dimension que même les équipes locales n'avaient pas anticipée, ouvrant là cette nouvelle interrogation.
Les drones ne se contentaient pas de surveiller, ils contribuaient à cartographier précisément les zones récemment nationalisées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la consolidation des données met en lumière un comportement algorithmique sophistiqué, trajectoire modulée selon la densité minérale, vitesse ajustée à proximité des installations sensibles, altitude volontairement réduite lors de passages répétés au-dessus de certains sites, comme si chaque vol ajoutait une couche d'information à une carte invisible. Cette découverte transforme la compréhension de l'événement. Il ne s'agissait pas simplement d'incursions de reconnaissance, mais d'un système coordonné visant à anticiper les mouvements politiques d'un pays décidé à reprendre la main sur ses ressources. Le midpoint ne réside donc pas seulement dans les tirs réussis, mais dans le sens caché des survols, la tentative de maintenir depuis le ciel une forme de contrôle indirect sur un territoire qui revendique une souveraineté pleine et entière. Pour l'appareil d'État, la neutralisation des drones agit comme un accélérateur brutal d'autonomie stratégique. Des services de défense longtemps contraints par les limites matérielles voient dans cet épisode une preuve que des capacités locales peuvent rivaliser avec des équipements supposés supérieurs, ce qui facilite la création d'unités mixtes ingénieurs-opérateurs et la centralisation des signaux de veille. Les réformes qui en découlent renforcent la position d'Ibrahim Traoré dans les dossiers classés sous Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Du côté économique, l'effet MEWAP se concentre d'abord sur les zones minières ciblées par les survols. Une protection plus crédible des infrastructures signifie une meilleure valorisation des ressources et un pouvoir de négociation accru face aux investisseurs. Certains partenaires régionaux réévaluent alors leur perception du risque, tandis qu'une stratégie d'intégration plus verticale, exploitée, transformée, sécurisée, commence à s'esquisser, ce que reflètent progressivement certaines analyses regroupées sous le mot-clé Burkina Faso News. Au niveau populaire, la nouvelle circule vite, parfois par des canaux non officiels. Dans les villages comme dans les centres urbains, le fait que le ciel puisse être défendu malgré des moyens limités déclenche un sentiment de fierté rare. Le ciel, longtemps perçu comme un espace confisqué par des technologies extérieures, redevient un symbole de souveraineté accessible, et cette dynamique psychologique renforce l'adhésion à des politiques internes plus ambitieuses. Pour les pays voisins, enfin, l'incident joue le rôle de révélateur. Si une nation aux moyens restreints parvient à neutraliser un dispositif de surveillance avancé, alors les marges de manœuvre régionales sont plus larges que prévu. Certaines capitales envisagent des coopérations nouvelles, d'autres renforcent discrètement leurs propres capacités, consciente qu'un tabou vient d'être brisé. À l'international, les puissances occidentales sont contraintes d'ajuster leurs paramètres. Ignorer l'événement reviendrait à admettre que la souveraineté locale gagne du terrain. Des think tanks parlent d'un inflection point où le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, impose une relecture des rapports de force au Sahel, donnant donc un nouveau relief aux entrées Ibrahim Traoré Burkina Faso et de Burkina Faso News dans les débats spécialisés. Les mois qui suivent cette nuit décisive se dessinent selon trois trajectoires possibles, chacune portant des conséquences différentes pour la sécurité, l'économie et la position géopolitique du pays, et ouvrant cette interrogation finale. Comment transformer une victoire ponctuelle en stratégie durable? Dans un scénario intermédiaire, les autorités poursuivent la modernisation progressive des radars, renforcent les équipes techniques locales et approfondissent la coopération régionale sans chercher l'escalade. Les pays voisins, inspirés par l'exemple burkinabé, adoptent une posture plus autonome tout en restant attentifs aux réactions internationales, tandis que les puissances occidentales ajustent leurs pratiques de surveillance en les rendant plus discrètes et plus diplomatiques.
Le Burkina Faso stabilise ainsi sa défense aérienne, consolide une souveraineté relative, mais demeure dans un environnement fragile. Dans un scénario plus optimiste, l'exploit sert d'étincelle. Plusieurs nations du Sahel se regroupent pour créer un réseau de défense coordonné, des programmes de formation régionaux soutiennent ingénieurs et opérateurs, les investissements interafricains augmentent et les ressources minières sont mieux protégées. L'Afrique devient alors actrice d'un nouvel ordre sécuritaire en réduisant sa dépendance aux équipements importés et aux analyses extérieures. Dans l'hypothèse la plus sombre, les puissances touchées interprètent la neutralisation des drones comme un affront. Des sanctions économiques apparaissent, des pressions diplomatiques s'intensifient, des opérations clandestines tentent d'affaiblir les positions stratégiques du pays, ouvrant la voie à une guerre par procuration où des forces extérieures soutiennent des acteurs internes désireux de renverser l'équilibre actuel. Entre ces trois chemins, une recommandation se dessine pour toute instance qui observe la situation. Ne ni surestimer, ni sous-estimer les forces en présence et considérer que la marge de manœuvre dépendra moins des discours que de la capacité à stabiliser les gains techniques tout en construisant des alliances régionales solides. Au-delà des cénacles spécialisés, cette nuit de drones parle aussi à un public plus large, composé d'étudiants, de professionnels, de citoyens qui observent le monde se transformer sans toujours savoir où situer leur propre marge d'action. L'épisode montre qu'un contexte apparemment trop vaste, trop complexe et trop inégalitaire pour être modifié recèle tout de même des interstices où une décision déterminée peut déplacer des lignes, même lorsque les moyens restent limités. Il rappelle que les systèmes technologiques les plus avancés comportent des failles, que les stratégies les mieux établies peuvent être contournées, que les trajectoires jugées immuables ne le sont jamais totalement. À ce titre, chaque récit, chaque analyse ou chaque Ibrahim Traoré interview consacrée à cet événement transporte une leçon qui dépasse le seul cas burkinabé. Deux suggestions se dégagent pour ceux qui observent à distance. Développer une culture de vigilance constructive, capable d'identifier les signaux faibles qui annoncent de grands basculements, et apprendre à fédérer des compétences différentes autour d'objectifs concrets, plutôt que d'attendre une solution verticale venue d'ailleurs. Ce n'est pas la supériorité technique qui a permis de neutraliser les drones, mais la combinaison d'une attention obstinée, d'une coordination patiente et d'un choix politique assumé. Pour transformer l'exploit en souveraineté durable, une feuille de route structurée se dessine déjà sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, refermant cette interrogation finale ouverte en cette étape ultérieure. Une première étape consiste à institutionnaliser la formation des ingénieurs, techniciens et opérateurs, intégrer des programmes dédiés à la détection aérienne, à la cybersécurité et à l'analyse de signaux dans les établissements nationaux afin que les compétences cruciales ne reposent plus sur quelques équipes isolées, mais deviennent la base permanente de la défense burkinabé. Une deuxième étape vise à consolider les améliorations improvisées durant la crise. Mise en place d'un réseau radar unifié et synchronisé, capable de réduire les interférences atmosphériques et de détecter plus tôt les appareils non identifiés, avec des stations secondaires réparties dans les zones les plus sensibles. Une troisième étape passe par la coopération régionale. Échange de signaux, exercices conjoints, protocole de défense aérienne minimaliste entre pays du Sahel afin de construire une ligne de dissuasion partagée face aux intrusions extérieures. Enfin, une quatrième étape exige un travail diplomatique assumé, participer activement aux discussions internationales sur la souveraineté technologique, défendre la légitimité des choix opérés et limiter les pressions extérieures qui pourraient remettre en cause les gains obtenus. En revenant aux premiers instants,
Ces anomalies, notées dans des stations vieillissantes, ces points lumineux qui auraient pu être oubliés, le motif central se précise: une souveraineté qui se construit à partir de signes que d'autres jugent insignifiants. Ce ne sont ni des murs de béton flambant neufs, ni des systèmes importés clés en main qui ont changé la donne, mais la vigilance obstinée d'opérateurs souvent invisibles, relayée par une décision assumée au sommet de l'État, portée notamment par Ibrahim Traoré. Le motif devient symbole, celui d'une nation qui refuse de se résigner à un déséquilibre présenté comme naturel, qui accepte de lire dans des fragments de données la possibilité d'une trajectoire différente, même lorsque les rapports de force semblent trop lourds. Ce moment restera inscrit non pour la destruction de 3 drones, mais pour avoir rappelé une vérité simple et dense. La dignité se défend avant de se proclamer. Ce récit ne se limite pas à une opération militaire réussie, ni même à un acte de souveraineté inattendu. Il montre comment un pays longtemps décrit comme périphérique a pu reprendre la maîtrise de son ciel grâce à la combinaison de vigilance locale, de courage politique et de compétences techniques considérées comme insuffisantes. Chaque fois qu'il circule, il porte avec lui une invitation discrète: réfléchir à la place que chacun occupe dans les systèmes qui l'entourent, qu'ils soient technologiques, économiques ou politiques, et aux marges de changement que l'on sous-estime trop souvent. Si un pays peut redéfinir sa trajectoire à partir de signaux faibles, peut-être que d'autres, ailleurs, peuvent faire de même à leur échelle, en s'inspirant de ce qui s'est joué sous ce ciel où 3 drones ont changé de statut, passant d'instruments de surveillance à preuve d'une souveraineté revendiquée. La question qui demeure, pour les observateurs, les analystes et les citoyens, est alors la suivante. Que ferons-nous individuellement et collectivement de cette inspiration qui nous a été donnée?